Hello and welcome to the National Press Theatre. Bonjour et bienvenue au Théâtre National de la Presse. Je m'appelle Elizabeth Thompson avec CBC. With us today we have Alexandra Woodworth from Dogwood, Laurel Collins, an NDP MP, Elizabeth May, who, as we know, is the House Parliamentary Leader of the Green Party, Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, and Patrick Bonnet from Greenpeace. They will be speaking to us about the Trans Mountain project. Ms. Woodworth? Thank you. Hi, my name is Alexandra Woodsworth. I'm from Dogwood. We are a BC-based organization that supports people to take action on environmental issues and democratic issues in their communities. Before we begin, I'd like to acknowledge that we are here today on the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people, and I raise my hands to the Indigenous leaders who have stewarded these lands since time immemorial, and to those who continue to fight for a safe climate, communities, lands, and waters for all of us. Thank you, everyone, for being here today, and particularly to Ms. Collins, Ms. May, Monsieur Blanchet. It is powerful to see all of you sitting here today as we sound the alarm on Trans Mountain's rising costs. I'm just going to begin by unpacking a little bit about what these costs mean, the risk to taxpayers, and sharing a few top-line messages from a new poll by Nanos Research that we are releasing today. So 2 weeks ago, the federal government confirmed a new construction cost estimate for the Trans Mountain Pipeline of $12.6 billion. This is a 70% cost estimate from what the government was prepared for when the pipeline was purchased from Kinder Morgan in 2018, and more than double the cost from when the project was first proposed way back in 2013. So it's the latest. We've had a long list of delays, a long pattern of rising costs on this project, and those are likely to continue. And this new number, this new cost estimate, quite rightly has Canadians concerned. So the very headline message from this new Nanos national survey is that only 16% of Canadians say they are comfortable with the federal government spending more than $12 billion to build the Trans Mountain Pipeline project. That number is 43% believe that Trans Mountain should not cost taxpayers any money at all, and that number goes up to 59% in Quebec. So Trans Mountain new price tag is really a game changer for the political support, the public support for this project. We've crossed a threshold, and now the overwhelming majority of Canadians don't support this kind of public spending on a pipeline, particularly when they learn that this is being done with borrowed money. So this new price tag, brings with it a drop in public support, as well as a risk that taxpayers are taking on. And I want to just take a moment to take a look at what this looks like in terms of profitability and viability. So a year ago, the Parliamentary Budget Officer gave a report that said that if costs rose by more than 10%, or if the project was brought into service beyond the end of 2021, the project would be uneconomical to build. So with this announcement, we have confirmed that we've blown past both of those things. But we're very much still being sold essentially a myth that this project is operating on a commercial basis and that it will continue to generate profits for government coffers, to plant trees and other things of this nature. And I just want to give you one quick example where we have recently discovered where we think this is showing that these kinds of claims really need to be questioned. So when Trans Mountain was approved for a second time last summer, it triggered a clause in Trans Mountain's contract with its customers. These are the oil majors, BP, Total, and others. Triggered a clause in this contract that allowed Trans Mountain to pass on the increases in construction costs beyond $7.4 billion, which is what was budgeted for when the project was approved for the first time in 2017. Allowed them to pass on the majority of those costs to those customers who ship oil down the pipeline. Trans Mountain declined to take that opportunity. The Canadian Energy Regulator did not intervene. Federal government owners did not intervene. So what this means is Trans Mountain absorbed those extra costs. It means essentially taxpayers absorb those costs. And it means that the tolls that Trans Mountain is able to charge are not covering these higher costs. They're not covering the costs of running the business. Kinder Morgan walked away when it saw its future profit margins being eaten up by rising costs. We are very concerned that future buyers may do their due diligence. They are going to look at this project and they may well come to the same conclusion.
So this is a hidden subsidy that no one is talking about, and it raises a lot of big questions and a lot of big risks. And, you know, we need more understanding of what the costs and the risks are that are underpinning this $12.6 billion announcement. So one thing we'd like to see is that the government release the report that Trans Mountain relied upon to create this new estimate, to create new estimates of profitability so that the public can really understand what it includes, what it doesn't, and assess future risks. Trans Mountain is also due to negotiate a new loan with the federal government in the near future. And this is another moment where we feel transparency is really essential. Right now, this kind of a loan is negotiated behind closed doors between arm's-length government agencies. I, as a Canadian taxpayer, expect the books to be opened up and my elected representatives to have a look at that deal. So I think this new cost estimate that Canadians are so concerned about, this opportunity of a new loan negotiation that's coming up, is a moment to pause and take stock of where we're at with this project. This is not a done deal. Construction has only barely begun. A fraction of pipe is in the ground just outside Edmonton. The majority of the detailed route has not yet been approved. Provincial permits are outstanding. This project faces enormous risks for completion. Legal challenges are still before the courts, and as we are seeing right now with unrest across the country, civil disobedience has been vowed to happen on this project. We're getting a taste of what things could look like if there's an attempt to push this project through BC right now. The way I see it is we have learned that money has been spent on this project. $2.5 billion has been spent so far. But that is $10 billion that is available to be saved. If there is no future profitability here, if buyers are going to struggle to be found, we still have the opportunity to save those billions and invest them in renewable energy, invest them directly in families who are struggling right now in Western Canada. Do that right now rather than losing those billions of dollars to a white elephant in the future. So the landscape is changing so quickly here. We're seeing it change right now. Canadians are telling us that this new cost estimate has changed things for them. We feel that a door has been opened here, and we encourage the government to walk through it and choose a different path for Trans Mountain. Thank you. Ms. Collins. My name is Laurel Collins, and I am the NDP critic for the environment as well as the caucus vice chair. And I want to start by saying this is an appalling use of public money. Construction costs for Trans Mountain are now estimated to be $12.6 billion, and that's on top of the $4.5 billion that we already spent buying the pipeline. That makes the Trans Mountain Expansion Project the largest single fossil fuel subsidy in Canadian history. And Trudeau's pipe dream is a nightmare environmentally and economically. This new poll that shows an overwhelming majority of Canadians do not want our federal government borrowing $12.6 billion to keep Trudeau's pipe dream afloat. It shows the momentum behind this, and it also demonstrates that Trans Mountain is a sinking ship. Kinder Morgan saw the writing on the wall, and they walked away. They were able to walk away with billions of our taxpayer money. They walked away because they recognized that this project was going to become unprofitable. And the parliamentary budget officer warned that with rising costs and delays, that this project would become uneconomical. And now here we are. So first and foremost, Canadians need transparency from their federal government, and they need to know the true costs of this project. It is economically irresponsible, it's environmentally irresponsible, and the Liberals are determined to push this project through regardless of the soaring costs, regardless of the risk to our coast, a 7-fold increase in tanker traffic. Justin Trudeau has said a lot of pretty words when it comes to the environment. He talks a lot about climate leadership, but then he buys a pipeline and invests billions in fossil fuel subsidies. Canadians are feeling the impacts of climate change. Canadian workers are struggling, and the answer is not a multi-billion-dollar economic boondoggle. The answer is investments in green infrastructure,
in clean energy, in energy-efficient housing, in retrofits, in transit. Investing in clean energy is the way forward. And in the middle of a climate crisis, the Trans Mountain expansion project not only puts our coast at risk, but it also is worsening our emissions. We need leadership that takes the climate crisis seriously. And so it is time that we make different choices, ones that work for everyday Canadians and not just for big oil and big corporations. We are in a climate emergency. And instead of spending billions on a pipeline, we need to be investing in the clean economy, in sustainable jobs, and in making life more affordable for all Canadians. Thank you. Ms. May? Thank you. Je vais commencer au début, je vais dire encore merci à Dogwood pour commander ce sondage. C'est vraiment important d'avoir un sondage qui est clair que la grande majorité des Canadiens pensent que c'est un grand gaspillage des fonds. C'est une subvention énorme. So it's the biggest subsidy to fossil fuels yet. It's pretty clearly, when you spend $4.4 billion on the original Trans Mountain that Kinder Morgan bought. Actually, Kinder Morgan originally was, as many Canadians may not know, Enron Pipelines Limited. Richard Kinder changed the name to Kinder Morgan and started buying up other pipeline routes, including the now 67-year-old pipeline that was built and called Trans Mountain. We paid, according to the Parliamentary Budget Office, their estimate of the value of the pipeline we bought for $4.4 billion is $2.8 billion. We overpaid for it once, we overpaid for it twice, because by the time that Bill Morneau decided to write the check under the contract and purchase of sale for Kinder Morgan was selling us their assets in Canada, at that point, they wrote the check August 31st. The federal court had revoked the permits the day before. It's one of those issues that I'd really like some transparency. Why did we write the check to Kinder Morgan the day after the permits were revoked? The asset value was reduced immediately upon losing the permits. When the permits were revoked, and within 24 hours, Bill Morneau wrote the check on borrowed funds from the Canada account, as described in these background materials, for $4.4 billion. The contract for purchase and sale of the assets of Kinder Morgan had no deadline. There was no closing date. There was no reason to write the check that very day and let Kinder Morgan walk away from something that they clearly had already decided as a private sector company could not make money. They wanted out. So I've been involved with this issue since the beginning, in that I was an intervener before the National Energy Board. I remember when the cost estimates for this pipeline were $5.4 billion. Then they rose, and most of the news coverage of the most recent announcement from CEO Ian Anderson, the costs were now predicted to be $12.6 billion. They referred back to the price when it had gone to $7.6 billion, I think. 5.4 was what went through the National Energy Board review as what the pipeline would cost. So costs rising, escalating, accelerating, and now nous sommes comme Canadiens et Canadiennes, tout le monde ensemble, nous sommes la propriétaire d'un oléoduc. Who knew? Qu'est-ce une chose de partager avec fierté? No, this is not something we want to own. We are, as Canadians, committed to climate action, and that means reducing fossil fuel dependency and canceling fossil fuel infrastructure and ending subsidies, the way Stephen Harper promised to do in 2009, the way Justin Trudeau promised to do in 2015. This has to stop. Merci. Monsieur Blanchet? Bien, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. J'ai eu le désir de participer parce que je pense que quoi qu'on en dise dans les officines expertes, il y a un grand virage qui est en train de se faire. Il n'y a pas seulement l'opinion publique dont on voit ici qu'il est en train de se transformer vers la réalisation que l'avenir n'est pas dans les hydrocarbures.
On voit aussi les différents fonds d'investissement à l'échelle internationale qui commencent de plus en plus à dire qu'il faut se retirer de là. Mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, pour dire, moi, je vais parler pour le monde. Moi, je sais qu'est-ce que le monde, le proverbial monde veut, puis veut pas. Bien là, on l'a. Alors, les Québécois, là, on a extrait quand même une couple de chiffres. Là. 59,1 % des Québécois estiment que le projet ne devrait rien coûter aux contribuables. Les Québécois sont plus susceptibles, à hauteur de 62 % d'affirmer que l'on devrait cesser d'accroître les industries du pétrole et du gaz en raison des changements climatiques. Une forte majorité de Québécois s'oppose à l'utilisation des fonds publics. Une majorité de Québécois estime que le Canada ne devrait pas se contracter de dette pour un projet comme ça. On est toujours d'ailleurs dans l'ordre du 60 %. Donc là, experts, analystes, commentateurs, supputateurs de toute nature, les Québécois viennent de parler eux-mêmes. Ils ne sont pas pour. Il est même assez fascinant de constater que l'appui est en deçà de l'appui des conservateurs. Il y a des éléments d'analyse là-dedans, je vais les laisser les faire eux-mêmes. Il me semble important qu'on réalise qu'il y a un changement et qu'on réalise que, tant mieux si c'est à l'avant-plan, puis ça ne fait pas des Québécois des gens plus vertueux. On a l'avantage historique d'avoir pu développer, nous, des énergies autres. Mais les Québécois sont à l'avant-plan de ce désir ou de cette réalisation qu'il y a une transformation nécessaire des paradigmes économiques auxquels on est encore assujetti. Et ce message-là, ce sondage-là, en est une démonstration qui mérite assurément d'être soulignée. Et je suis d'accord avec les collègues, c'est pas parce qu'il y a des milliards de déjà investis qu'il faut mettre les autres. À quelque part, ça n'a pas de sens. Si tu es capable de t'enlever le doigt du tordeur, dépêche-toi, enlève-les. Et là, évidemment, j'entends déjà le Twitter sautiller dans mon téléphone avec des messages fort sympathiques d'Albertin Coloré. Je leur dirai ceci, je serais totalement favorable à ce que l'essentiel de ces 10 milliards pas encore dépensés soit utilisé pour la transition énergétique et le développement d'énergies alternatives et la recherche et l'innovation vers la transition, spécifiquement dans l'Ouest canadien et en Alberta. Il est vrai qu'ils en ont gravement besoin. Il faut qu'ils réfléchissent, au nom de l'ensemble de la planète, à arrêter la désertification de leur territoire et à en faire un endroit où on va développer des alternatives énergétiques valables. Et là, il y a des milliards de dollars qui vont être mal dépensés puis qui pourraient l'être pas pire pantoute. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à faire et je salue l'initiative de ce sondage qui donne un véritable portrait que les différents intervenants publics pourront commenter. Merci. Bonjour, Patrick Bonin de Greenpeace. Merci d'être là au parti. Rapidement, je vais quand même présenter les résultats du sondage en français avec évidemment les implications au niveau des nouveaux coûts et les estimations. Donc, 12,6 milliards de dollars. C'est important de rappeler qu'on parle seulement de l'expansion du pipeline. C'est une augmentation de près de 70 % par rapport au moment où le gouvernement a acheté ce pipeline-là à Kinder Morgan en 2018. Et c'est presque le double du coût, en fait, même plus que le double du coût par rapport à 2013, les chiffres qui étaient sur la table à l'époque. Évidemment, c'est la série de retards et l'augmentation des coûts qui fait en sorte qu'on voit cette explosion-là et ça va continuer. Il faut garder ça en tête. Le sondage amène des chiffres intéressants quand on parle de seulement 16 % des Canadiens qui se disent à l'aise que le gouvernement mette 12 milliards de dollars d'argent des contribuables pour construire Trans Mountain, c'est majeur. Donc, 16 % des Canadiens seulement qui sont d'accord. Au Québec, on parle de 11 % des Québécois qui sont d'accord que le gouvernement mette 12 milliards. Donc, clairement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Et si on regarde au niveau des Canadiens, c'est 43 % qui pensent qu'on ne devrait pas mettre un sou dans ce projet-là. Au Québec, c'est encore plus fort. C'est 59 % qui disent qu'on ne doit pas mettre une scène dans le projet Trans Mountain. Donc, le sondage, selon nous, amène un changement de donne majeur parce que là, on atteint une écrasante majorité des Canadiens qui ne soutiennent pas des dépenses publiques pour un projet de pipeline de sable bitumineux et surtout quand ils apprennent que cet argent-là devra être emprunté. Donc, tout le mythe de la rentabilité est questionné ici. Et on revient au directeur parlementaire du budget qui concluait, entre autres, au niveau des dépassements de coûts, que si
il y avait des dépassements de coûts de l'ordre de 10 et des retards au-delà de 2021 pour la mise en fonction du pipeline, eh bien, fort probablement qu'il ne serait pas rentable. Donc, le mythe de la rentabilité, de la viabilité économique qu'on nous fait croire, clairement, il faut le questionner. À ça s'ajoute la réalité des subventions en lien avec les tarifs de péage pour les clients, les grandes pétrolières, ce qu'on appelle les tolls pour les shippers. Essentiellement, quand Trans Mountain a été approuvé pour la deuxième fois l'année dernière, il y avait une clause dans le contrat avec les clients, les expéditeurs, les grandes pétrolières de ce monde, là, BP, Total, qui aurait fait en sorte que Trans Mountain aurait pu refiler les coûts aux clients. Donc, l'augmentation des coûts de la construction, qui vont bien au-delà de 7,4 milliards. Mais Trans Mountain n'a pas saisi cette occasion-là. Donc, elle a assumé elle-même l'augmentation des coûts. Elle ne l'a pas refilé aux transporteurs qui veulent utiliser le pipeline pour mettre leur pétrole. Donc, la Régie de l'énergie et le gouvernement fédéral ne sont pas intervenus. Essentiellement, ça revient à un cadeau de l'ordre à évaluer, parce qu'on n'a pas tous les chiffres, de 3,9 milliards pour les pétrolières. Une subvention majeure cachée dont personne ne parle actuellement. 3,9 milliards. Donc, évidemment, on se retrouve au niveau de la viabilité économique avec une entreprise, Kinder Morgan, qui avait abandonné un projet parce que déjà à l'époque, elle voyait ses bénéfices futurs s'évaporer en raison, entre autres, des hausses du coût de la construction et des délais. Et là, bien, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec de potentiels acheteurs qui, de toute évidence, vont faire preuve du même raisonnement et on risque de se retrouver avec aucun acheteur potentiel pour ce pipeline-là. Donc, ce qu'on demande clairement, c'est la transparence, la responsabilité de la part du gouvernement. Et ça commence par publier le fameux rapport dans lequel on parle de coûts de 12,6 milliards pour que les Canadiens, les Québécois soient en mesure d'évaluer c'est quoi les risques réels économiques en lien avec ce projet-là. Évidemment, il faut aussi regarder le fameux prêt dont le gouvernement a fait, qui est nécessaire pour la construction. Donc, il faut absolument que les élus puissent évaluer ça, voir les détails, examiner cette entente-là et que ça ne se passe pas juste entre des agences gouvernementales actuellement et qu'on n'ait aucune information. Donc, il est encore temps actuellement de changer le cours des choses, de changer de cap pour le gouvernement. Quand on regarde, la construction ne fait à peine que commencer, malgré le travail de relations publiques, c'est seulement une petite portion infime du pipeline qui a été mise dans le sol. La majorité du tracé en Colombie-Britannique n'a pas été approuvée. La majorité également des permis provinciaux n'ont pas été délivrés. Donc là, quand on parle que Trans Mountain fait face à des risques importants, il faut aussi réaliser qu'il risque encore d'avoir des retards en lien avec la construction en raison des recours juridiques, en raison des gens qui sont prêts à faire la désobéissance civile. Et regardez actuellement ce qui se passe sur le gazoduc Coastal GasLink. Je pense que ça peut donner une bonne idée de ce qui risque de se produire au niveau de Trans Mountain si le gouvernement s'entête à aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, on parle quand même de 10 milliards possibles à épargner au gouvernement parce qu'actuellement, quand on regarde, il risque de ne pas y avoir d'acheteurs pour le projet. Donc, oui, le gouvernement a mis 2,5 milliards actuellement, mais ça en prendrait 10 de plus pour compléter ce projet-là. Donc, pour nous, il est très clair que c'est beaucoup mieux d'arrêter immédiatement, de prendre ces 10 milliards-là, des mettre ailleurs, que de se retrouver avec un éléphant blanc qui serait un pipeline qui ne pourrait même pas être utilisé. Donc, essentiellement, on demande au gouvernement, évidemment, de changer de cap, d'arrêter ce projet-là, de ne surtout pas emprunter d'argent pour financer ce gâchis-là et de plutôt investir dans les énergies propres, la transition pour aider les travailleurs, les communautés, les familles qui dépendent beaucoup trop actuellement du pétrole dans l'Ouest et qui ont besoin d'une transition rapide vers les énergies renouvelables. Voilà. Thank you very much. Maintenant, c'est le moment pour les questions. A reminder that there will be a microphone. Please wait for the microphone before you start asking the questions so our translators can be able to hear what you're saying. Martin Stringer, CPAC. I guess to anyone, obviously the first question is what the government's going to say. Bill Morneau, the finance minister, said that this money will be recouped upon sale of the pipeline. So how do you answer the government's inevitable argument that the money will be recouped and that there really isn't that much choice? You've heard the arguments for getting the petroleum product in the state of the current economy to Tidewater. So how do you counter those arguments? And is your suggestion that he just hike the tolls to try and recoup and make this project more economically feasible? I can begin, or who would like? Maybe I should add that please direct it to say who your question's directed to. Alexandra, maybe to start. Sure.
Well, I think it's one of the reasons we'd really like to see the report that is underpinning this $12.6 billion estimate. So Ian Anderson released a couple of headlines from that. It included some predictions of future profits. I think he said, for example, $1.5 billion in annual earnings. So there's a kind of initial question we can ask there. That is earnings before taxes, before interest, before depreciation. That is the same way that the government has tried to say that Trans Mountain is actually making money so far, when actually when you remove those taxes, when you remove that interest, the profits dry up. So that's just one example of the way that the numbers are being fudged here, essentially, that we're trying to be shown something that is not necessarily the case. So there are big questions here, and we're not saying we have all the answers. We are saying we need to get the full details out there in the open so that parliamentarians and the public can take a look at these risks and answer them. Get a better understanding of what those risks really are. Just to follow up, though, I mean, what proportion of that could be recouped, though, by increasing the tolls? Well, it gets complicated here, but basically what I was talking about there is that there is a contract, a clause in the contract that says 76% of increased costs beyond $7.4 billion cannot be passed on to the shippers at this point. That has been locked in. Now, again, that's a ratio based on what the best available public information we have to date. But if that's roughly in line with what we're expecting, it's only 25% of the costs that are on the table here that can be passed on to shippers at this point. So those contracts are locked in. That contract is locked in. We had an opportunity with the new permit, the new certificate that was issued, for those costs to be passed on, and folks declined it. So that's what I'm saying, is that the tolls can't go up to match the costs, the increases that we've seen. Thank you, Martin. I would like to suggest that Bill Morneau speak to Mark Carney, who is about to take on the role of the United Nations Secretary General, Special Envoy on Climate Finance. What the rest of the world knows, and Canadians seem to be insulated against the word, fossil fuel investments don't make sense anymore. And there is no way that in a free market situation, anyone is going to buy this pipeline other than if the Government of Canada provides it at a price that is essentially non-commercial. We're not going to get out of this based on someone coming along and buying the pipeline. That's not going to happen in the real world. So we're going to be making a choice that's always going to be one of policy and priority. Do Canadians want to see billions of dollars of our money spent on what will be a stranded asset in a world that's committed to climate action? People aren't going to buy this pipeline. We've already squandered $4.4 billion that we will never get back on buying a 67-year-old pipeline. The newer pipeline, people talk about this as if it's an expansion. It's a completely new pipeline routing. It does not yet have its permits, as we were discussing, and there will remain opposition in British Columbia. So I've been arrested once. Well, we'll see. This pipeline will never be built. Joël Denis Bellavance, La Presse. Oui, j'aimerais entendre M. Blanchette et Mme May sur l'avenir des grands projets énergétiques. Avec ce qu'on voit, l'opposition des Premières Nations Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, est-ce que c'est la fin au Canada des grands projets énergétiques? Moi, je suis de ceux qui croient que les nouveaux projets qui apparaissent, au moment où ils vont être complétés, s'ils sont complétés, ils vont déjà être désuets. Les gens qui n'ont pas cette espèce d'entêtement d'investir dans la forme la plus coûteuse et la plus polluante d'énergie, qui est nommément les sables bitumineux, les gens qui sont capables de faire autre chose et de faire une lecture différente disent on se retire de là. Et si ce mouvement-là existe déjà aujourd'hui, on peut s'attendre que dans 3 ans, 5 ans ou 12 ans, on va être beaucoup plus avancé et qu'il y a une espèce de sagesse à la fois environnementale et économique qui va s'implanter, qui fait qu'on va avoir mis des milliards dans ce qui va être essentiellement des éléphants blancs. Et d'ailleurs, Patrick référait au fait que ça ne sera jamais vendable au prix que ça aura coûté. Donc, ultimement, ce que M. Morneau n'admettra jamais, c'est que si ça devait être revendu, ce sera revendu à perte de milliards de dollars. Puis on va nous dire, il y a des circonstances, puis on va nous inventer plein d'histoires. Mais on le sait déjà aujourd'hui que ça va se faire à perte. On le sait déjà que c'est une espèce d'obstination politique, partisane pour être précis, pour aller chercher du support, alors que c'est contraire aux intérêts de la planète,
Puis je me permets de dire, quitte à ce qu'ils ne soient pas d'accord avec moi, que c'est contraire aux intérêts des Albertains, à qui je souhaite une transition énergétique puis une transition économique dans le meilleur intérêt de tout le monde. Et je veux dire exactement le même. Ce n'est pas la fin des grands projets énergétiques, mais c'est la fin des grands projets avec énergie fossile. C'est la fin de l'investissement dans le sable bitumineux. Il manque de sens. C'est un investissement dans un désastre pour nous, pour notre planète. Voyez les investissements dans TMX comme étant une subvention aux énergies fossiles. Est-ce que vous allez en faire une condition sine qua non pour appuyer le prochain budget, que ce soit retiré? Je ne suis pas dans cette réflexion-là. Je suis en appui à un sondage, puis le reste des décisions se prennent à l'intérieur d'un caucus. Mais évidemment qu'à travers de nombreux, je me permettrai le mot déguisement, sinon maquillage, il s'agit en effet d'une subvention. Il s'agit d'une subvention pour les énergies fossiles en ceci que ça dit aux entreprises d'extraction, on va vous garantir l'accès au marché. Alors, ce n'est pas un projet de business, c'est un projet de débouché commercial pour le pétrole, les hydrocarbures, les énergies fossiles tirées des sables bitumineux essentiellement. Alors, évidemment, oui, c'est une subvention qui vient des poches des Québécois. Et je répète quelque chose que j'ai dit souvent en campagne électorale. Notre partie à nous de cet argent-là, les milliards qui vont venir des poches des Québécois, ne seront pas investis dans le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de la Gaspésie ou de la Montérégie. Ça va être investi dans quelque chose qui va partir vers l'ouest et, fondamentalement, nous nuire parce qu'on va payer pour la restauration, les dommages et la réparation dans le contexte des changements climatiques. Madame May, là-dessus. Oui, c'est absolument le même. One of the things that I want to stress about the democratic aspects of this and lack of transparency, you put the question about support for a budget. Because the $4.4 billion that was spent buying the Kinder Morgan pipeline and the $12.6 additional they plan to spend is a non-budgetary transaction, it will never be studied in a finance committee. It will never be debated or voted on in Parliament. C'est à cause de la décision du gouvernement d'écrire le chèque à Kinder Morgan avec les monnaies non budgétaires. Il ne sera jamais devant les parlementaires et les parlementariens pour un débat transparent. Radio-Canada. M. Bonin, tantôt, vous avez mentionné Coastal GasLink. On ne peut pas faire abstraction du contexte actuel où ce projet-là est à l'origine d'une crise ferroviaire. Est-ce que vous, d'un point de vue environnemental, vous voyez une sortie de crise à ce qui se passe présentement? Bien, il est certain que les demandes sont claires de la part des Premières Nations. Premièrement, que la GRC se retire du territoire et qu'il y ait un recul de l'entreprise. Ils n'ont pas donné le droit d'accès à leur territoire. Et si le gouvernement est sérieux et crédible dans la réconciliation, il va s'asseoir avec les Premières Nations et écouter ce qu'elles ont à dire. Ils sont sur leur territoire et actuellement, on a une entreprise gazière qui débarque, encadrée par la GRC, pour empiéter sur leur territoire. Donc, il est certain que la seule sortie de crise possible, c'est le respect des Premières Nations et aussi une évaluation crédible de ces projets-là en regard des objectifs gouvernementaux d'être carboneutre en 2050, alors qu'on parle d'une expansion massive de la production de gaz produit avec la fracturation hydraulique, qui est extrêmement polluant et qu'on connaît, qui est complètement incompatible avec ce qu'on doit faire, qui est les énergies renouvelables. Sujet, si vous me permettez, le gouvernement du Québec veut réduire de 30 % la paperasse en environnement. Il y aura moins de projets qui vont faire l'objet de demandes de certification environnementale au Québec. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, il faut toujours voir les détails lorsqu'on parle d'accélérer les processus environnementaux. On a toujours peur, évidemment, que l'économie de l'approfondissement, de l'évaluation soit mal faite. Donc, si le gouvernement propose une accélération des processus, ça peut se faire potentiellement, mais pas au prix de la qualité des évaluations qui sont faites. Et évidemment, quand il y a des réformes qui sont proposées du genre, on ne peut que craindre qu'on tente justement de bulldozer des projets plus rapidement possible, qu'il n'y ait pas de débat public et d'évaluation aussi complète qu'on est en devoir de le faire. Catherine Lévesque, Presse canadienne.
Bonjour à vous tous. La première question, en fait, s'adresserait à M. Bonin, en fait, parce que j'ai un commentaire en français. Je veux juste être clair sur ce que vous demandez, en fait, ici aujourd'hui, parce que si vous vous fiez sur le sondage, eh bien, il y a une plus grande proportion de Canadiens qui veulent qu'on vende le projet actuel au privé au meilleur prix possible. Plus grande proportion que de gens qui demandent à ce qu'on abandonne le projet, est-ce qu'on absorbe les coûts comme société. Donc, qu'est-ce que vous demandez exactement? Est-ce qu'on devrait, vous dites, on devrait se départir de ce projet-là rapidement, tout de suite, ou est-ce qu'on devrait tout simplement l'abandonner, annuler le projet? Bien, pour nous, il est très clair que ce projet-là, il n'y aura pas d'acheteur. Donc, le gouvernement devrait cesser le projet, prendre les 10 milliards supplémentaires qui seraient nécessaires pour la construction du nouveau pipeline et plutôt l'investir dans la transition pour aider les travailleurs, les communautés qui dépendent du pétrole actuellement en Alberta et faciliter cette transition-là au Canada, un petit peu partout ailleurs. Donc, c'est massif, ce 10 milliards de dollars-là. On ne peut pas investir davantage dans ce qui va être un éléphant blanc, ce qui va être contesté sur le terrain par les Premières Nations, et ce qui ne fait aucun sens également lorsqu'on regarde les objectifs du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce qu'on demande, c'est clairement d'arrêter le projet, de ne pas investir les 10 milliards supplémentaires. Et si le gouvernement s'entête à vouloir aller de l'avant, minimalement que toute l'information soit sur la table pour que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécoises comprennent que c'est plus que 12 milliards de dollars qui doivent être mis actuellement et qu'on va tous payer de notre poche et que ça va être déficitaire et que ce n'est pas pour rien qu'une entreprise a abandonné ce projet-là. Les coûts ont augmenté de plus de 130 % depuis les premiers chiffres initiaux. Donc, clairement, si une entreprise du Texas se débarrasse d'un pipeline, c'est parce que dans leurs chiffres, ils ont compris que ce n'était pas rentable. Et comme on l'a vu, bien, il y a 26 000 personnes actuellement en Colombie-Britannique qui se sont engagées à faire de la désobéissance civile non violente pour bloquer ce projet-là s'il va de l'avant. Il va y en avoir. Il va y avoir également des contestations judiciaires. Tout ça, c'est des coûts supplémentaires pour un projet qui n'est déjà pas rentable. Ma deuxième question, en fait, c'est pour M. Blanchet. Je m'excuse si vous avez déjà parlé là-dessus à l'entrée du caucus, mais M. Legault qui lève le ton actuellement avec tout le blocage là, des voies ferroviaires, et il dit même qu'il serait tenté là, d'appeler la Sûreté du Québec pour intervenir. Je voulais savoir qu'est-ce que le Bloc québécois pensait de ça. Quelques petites choses. D'abord, je veux préciser que malgré des proximités, de longue date d'ailleurs, avec Patrick, que je connais depuis de nombreuses années, tout autre sujet que celui de la convocation aujourd'hui, notamment la question de la paperasse à Québec ou des Wet'suwet'en. Je n'ai pas été à la même place, puis il n'a pas été à la même place que moi. Comme on dit, je ne cautionne pas le propos, ni le contraire. Ici, on est sur Trans Mountain. Outre ça, sur les propos de M. Legault, je comprends son impatience. Étonnamment, je suis peut-être le moins bouillant momentanément des tempéraments dans ce dossier-là. Je souhaite aussi vite que lui que les barricades soient levées. Je ne souhaite pas que ça se fasse par la contrainte ou par la violence. Pour moi, c'est le plus épouvantable des scénarios. C'est le plus épouvantable des scénarios parce que c'est un scénario qui vient avec un demain matin. C'est un scénario qui vient avec 2 demain matin. Le premier demain matin, c'est des gens qui ont réalisé qu'en mettant des obstructions sur les voies ferrées, ils pouvaient bloquer un gros morceau de l'économie du Canada. Ne nous leurrons pas, là. Quand les barricades vont être levées, il y a des gens qui vont avoir pris bonne note de ça. Et ça va prendre une conversation très réelle. On n'a pas envie d'embarquer dans un cycle d'intervention policière qui va être à recommencer dans le futur. Donc, ça doit passer. Pas parce qu'on est mou, pas parce qu'on est incertain sur notre volonté que les barricades soient levées, mais ce n'est pas une solution. C'est non seulement un report du problème, mais c'est peut-être une façon d'envenimer le problème. C'est peut-être une façon d'amener aux barricades des gens qui auront des comportements moins pacifiques que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'ai la plus grande crainte qu'on puisse avoir sur l'hypothèse d'une intervention par la force. Je comprends totalement l'impatience. Je prenais connaissance ce matin des dommages économiques catastrophiques que c'est en train de causer. Et ce qui me rend extrêmement perplexe, c'est l'absence de gestes. On ne peut pas que constater qu'il y a une crise grave avec un impact économique majeur, puis dire, on est en train de réfléchir et on a des principes. Il faut des gestes. Et on a fait des suggestions de gestes dont moi, je suis assez convaincu qu'ils auraient pour effet d'inciter de façon importante
les gens des Premières Nations concernées à lever les barricades et à initier une véritable conversation. Hélène Buzetti, Le Devoir. Oui, alors je voulais juste bâtir sur la question de ma précédente collègue parce que M. Bonin, vous avez répondu, mais M. Blanchet et Mme May un peu moins. Je veux juste comprendre, le pipeline a déjà commencé à être construit. On dit qu'en Alberta, les tuyaux ont déjà été placés. Vous proposez quoi? On laisse tout ça en plan et on s'en va? Je veux juste comprendre là, concrètement qu'est-ce qui arrive avec ce qui est déjà là. Oui, je ne vois aucun avantage à dire aux Québécois, aux Canadiens et à la planète. On a coulé une coupe de milliards. Tant qu'à être là, on va couler beaucoup plus de milliards et ça va rester totalement impertinent comme projet. Quand tu fais une erreur, il y a une spécialité maison chez les excuses dans ce gouvernement-là. Quand tu fais une erreur, tu dis « Je m'excuse, j'arrête, je vous promets que je ne recommencerai plus ». Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de scénario où on est capable de dire aux gens « Ah, finalement, c'est mieux de continuer ». Ce scénario-là n'existe pas. C'est une méga gaffe qui doit cesser et le plus tôt sera le mieux. Si tu as une fuite d'eau dans la maison, tu ne dis pas, bien, on va continuer à laisser fuir ça puisque ça a déjà commencé. Tu colmates. Oui, c'est exactement le même. On doit arrêter le projet, terminer les subventions et annuler le projet comme un projet gouvernemental ou un projet de secteur privé. It's clear this will not be a private sector project. The government has bought it. It made a mistake. I absolutely agree with Mr. Blanchet, le Bloc québécois. We are looking at a situation where we are being asked to believe that we're going to waste $12.6 billion on an uneconomical project that will blow through our carbon commitments and the Paris Agreement. It's a monstrosity of an idea. And in my community, in Saanich Gulf Islands, I talked to an elected leader of a First Nation. She says they are being bombarded with millions of dollars of offers to cave on their principles and agree to the pipeline. That means they are being bombarded as a First Nation community that needs money with millions of dollars from us. Our public funds are being used to bombard a community that's saying no, to try to consult them until they say yes. There is strong opposition to the Kinder Morgan Trans Mountain Pipeline. It makes no sense for Canada to waste this money. It'd be much better to say to Alberta, guess what? We've got $12.6 billion of public funds. Canadians want to spend them in Alberta cleaning up the oil sands mess. On doit avoir les subventions pour le nettoyage des sables bitumineux. I didn't see it in the documents. Maybe I'm missing something. But can you just clarify what specifically question was asked to people who answered the poll? Because I just saw another poll this morning by Angus Reid saying that 48% of the Canadian population still agree with Trans Mountain, although it's a decrease over past support that was about 55%. There are still more people agreeing to the projects than there are people disagreeing with it. So can you just tell me what the question was? Sure. So we can send you the PDF so you have the whole poll in front of you. But the question we're referring to says the most recent cost estimate is $9.3 billion. So this is the most recent we had before this recent update to complete the Trans Mountain expansion. What do you feel is the maximum amount taxpayers should spend to build the pipeline? Let me see. 21% said the current cost, $9.3 billion. I've got a black and white copy here. 16% said whatever it takes to complete it. And sorry, I've got the color keys right here. When we've got the 16% said, so in total, only 16% felt it should go beyond 12 billion. So I'll make sure you get the full poll in front of you there. But that's the question that was asked, and that's the way the answers broke down there. Y a-t-il d'autres questions, Martin? Right, but included in those questions was also the question, do you think the government should put any money in? And there's a high level of support if the government weren't to put any money in. So how,
receptive would those same respondents be to the government argument that, no, we're going to recoup the money? So, I mean, it basically becomes a question of how much the federal government and the Alberta and Saskatchewan governments can argue, no, this is worth the investment. I in think other I would flip back to the idea that we have, the federal government is saying we don't want this to cost Canadians any money, and they're relying on the fact that they will be able to recoup these costs. And what we're saying is that there's such a big question mark around whether that's going to be possible. The other piece that was asked in this survey was around the difference between support when you talk about spending public money and the difference in support when you talk about borrowing public money. So Canadians are really uncomfortable with the idea of taking on more debt, of Canada taking on debt to complete this project. So that was another dimension of the survey that compared spending versus borrowing. And just a last question, that is, I mean, obviously, what's not been asked, though, is would it be worth investing if this will make, and this is Alberta's argument, is this would bring our product to Tidewater and allow us to make more money on oil in the foreseeable future, albeit in a transition world. The argument that's been made and will be made against canceling the project is that this is getting it to Tidewater, and this is going to allow Alberta to sell its petroleum at a higher price. If I can jump in on that, that argument has been so oversold and over-exaggerated. It originally came from a Scotiabank report that was demolished within 24 hours by British Columbia economist Robin Allen. What Scotiabank did was look at the total number of barrels of bitumen sold and assumed that for every barrel of bitumen sold, there was the price differential, and as though that price differential will disappear with this famous Tidewater argument. Bitumen is inherently a low-value product that's expensive to produce. So it's an expensive product that is always going to be low value because it's a solid. You have to upgrade it before you can refine it. Now, the reason that the Scotiabank report was so bogus is that the Suncor, Husky, Syncrude are now getting a premium on what they export because they are primarily exporting, those companies are exporting synthetic crude, and they are getting a premium on what they export. So the Scotiabank report premised that every barrel of bitumen now exported is exported as bitumen as opposed to the reality, it's exported as synthetic crude. And those companies that I mentioned, Husky and Suncor and Syncrude, are actually profitable and able to sell refined bitumen. I mean, well, at least it's not fully refined, but it's in a refinable state. It makes a big difference. The Tidewater argument is also bogus because it's been used to suggest that we're going to sell to other markets. What's leaving the Port of Vancouver, what's leaving Burnaby now from Trans Mountain is going to California primarily. It's just another way of getting bitumen to the United States. The market in China has been massively exaggerated, and long-term, if Kinder, let's put it this way, if Kinder Morgan thought it could make money, it wouldn't have kidnapped its own project in hopes of getting rid of it. They did not announce in March of 2018 that they wanted a guarantee that they could complete the project because they thought they could get it. The matter was still before the courts. I know that you may not know that the journalists have not had it identified for them, but Eugene Kung from West Coast Environmental Law is here, who handled a lot of those cases. There was no way that any government could have told Kinder Morgan in March of 2018, we can guarantee you the project will be built and give you the guarantee by May, because we were awaiting a decision from the Federal Court of Canada. There's a lot of detail to all this, but the idea that it's commercial, that we get it to Tidewater, we'll make money, none of that is true. Deux arguments qui sont souvent relevés que je veux contribuer à déboulonner. Le premier, on l'entend souvent, là. Non, l'argent qui va venir du pétrole va être investi dans la recherche pour les énergies renouvelables. Ça, c'est comme s'inoculer une maladie pour contribuer à la recherche. Je pense qu'il n'y a personne d'intelligent qui veut faire ça. L'argent du pétrole n'est pas une solution pour lutter contre le pétrole. Ça n'existe pas. Le deuxième, c'est vilain Québécois. Vilain Québécois, grâce à nous et notre argent. Je leur rappelle qu'on achète déjà leur pétrole. Ils devraient nous dire merci. On achète déjà leur pétrole et je suis pas mal au courant. C'est une période de désaccord avec Patrick d'ailleurs, c'est que, notamment à cause de l'inversion de la ligne 9B que j'ai autorisée moi-même comme ministre de l'Environnement. Notre pétrole vient de l'Ouest américain et canadien. On envoie des chèques dans l'Ouest canadien
à des montants extrêmement élevés. Alors, les Québécois ne sont pas des méchants à ce point-là. Ils sont déjà de forts contributeurs, trop à mon avis. So I just also want to say, there isn't a buyer. There hasn't been a buyer that's come forward. The idea that someone is going to want to take this on, especially given that this government has been quite secretive about the actual costs, hasn't been willing to open up the books. It's been difficult for the parliamentary budget officer to get real information on this project. And the idea that someone's going to take on that risk when we're seeing increasing costs, when we're seeing strong opposition to the project in BC where it needs to be built, and fundamentally, the people who want to see this project built, people in Alberta who have lost their jobs, over 16,000 Albertans lost their jobs just last month. These people are struggling, and what they need are long-term, sustainable, good jobs with projects that are economically sound, not this, Trudeau's pipe dream that is a nightmare for environmentalists. It's a nightmare for economists. It is a sinking ship. D'autres questions? Any other questions? Thank you very much. Merci beaucoup.